par le classique de chez classique du lean management, les gaspillages. Et on va revoir que en fait les gaspillages, même s'ils sont pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait identiques à ceux que l'on connaît dans le lean manufacturing, on va voir qu'il y a des choses qui se rapprochent très très fortement et puis qu'on va pouvoir les identifier et qu'encore une fois avec l'objectif de les supprimer. Alors si on commence par les déplacements, forcément on est dans des zones de bureaux, beaucoup de bureaux, mais on va retrouver encore de temps en temps sur certaines entreprises des notions de déplacement physique parce que l'organisation physique de la zone en tant que telle n'est pas forcément optimum. On a rencontré de certaines entreprises où en fait des zones de validation système donc qui permettaient de valider tout le développement en intégrant toutes les corps de métier qui étaient liés. Ben, en fait, on était à des zones qui étaient à plus de 500 mètres de la zone d'origine, donc il fallait se déplacer pour pouvoir tester, valider et avoir. Par contre, le déplacement aussi, on va le transformer en quelque chose d'un peu plus intangible, mais qui est plutôt la recherche d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui en fait qui doivent être disponibles en même temps, et on se rend compte que les gens perdent beaucoup de temps à aller à gauche, à droite, à aller récupérer de l'information, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes informations. Donc on verra à la fin que le système de pilotage par OBIA, ben, c'est quelque chose qui nous permet de mettre tout le monde au niveau. Dans les surstocks, là encore une fois, ce ne sera pas du surstock physique en tant que tel, mais on se rend compte souvent quand on intervient dans cette partie d'activité, que en fait, beaucoup de choses sont démarrées et très très peu sont terminées. Beaucoup de tâches qui sont lancées, qui sont du mal à se terminer, et puis on voit ça aussi sur le nombre de tickets, donc le système qui permet de gérer tous les bugs, tous les systèmes informatiques, et on voit que quand on commence à faire quelques analyses statistiques sur ce que l'on peut voir apparaître, en fait que beaucoup de tickets sont ouverts mais non résolus. Là, typiquement, dans une entreprise sur laquelle on commençait à mettre en place une gestion de tickets, donc on a voulu sortir du système informatique pour pouvoir rendre les choses visibles et passer par un système de pilotage par Salobia. On a commencé à trier tous les tickets qui étaient ouverts. Et puis, on a commencé à les mettre en place sur un tableau pour les départager, essayer de les catégoriser, ainsi de suite. Et puis on s'est rendu compte qu'à la fin que le tableau était trop petit et que ça commence à déborder. Hein, vous voyez un peu sur le bas de l'image où en fait voilà, tellement de choses ouvertes, tellement de choses à faire en même temps. Et ça forcément, quand on a trop de choses ouvertes, trop de choses à faire en même temps, on n'arrive plus à prioriser, on n'arrive plus à aller vers l'essentiel de ce que l'on doit faire. Donc il y a un des classiques, un gimmick classique qu'on utilise souvent, c'est stop starting, start finishing. On va arrêter de commencer à faire des choses, on va d'abord les terminer, on va d'abord faire en sorte que tout ce qui est ouvert est terminé avant de commencer à faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un gimmick qu'il faut avoir en tête parce qu'on a tendance plutôt à ouvrir beaucoup de tâches en même temps et ne jamais les terminer. Donc une première partie du nettoyage du surstock commence par là, on n'ouvre plus rien, on finit tout ce qui est en cours et après on se pose la question sur qu'est-ce qu'on va devoir redémarrer. La surproduction. Dans le lean classique, la surproduction, c'est soit faire trop par rapport à la demande client, soit c'est faire trop tôt par rapport aux besoins. Alors le trop tôt, on va l'avoir aussi, mais d'une manière différente. En fait, plus je développe des choses trop tôt par rapport à mon besoin, et plus je vais contraindre la suite du développement. Donc on verra un peu plus loin que un des principes aussi de l'application du Lean, c'est de ne pas commencer tout trop tôt. C'est pour ça qu'on va avoir la partie itérative avec les sprints et ainsi de suite, sur lequel on pourra rentrer en détail, mais qui va nous permettre en fait de prendre des décisions le plus tard possible, de manière à pouvoir avoir de la liberté dans le développement. Donc ça, c'est une première partie. Le premier point aussi, c'est des fonctionnalités qu'on va faire, qu'on va dire, ah putain, ce serait bien si on pouvait faire ça. Et en fait, le client ne l'a pas demandé et on perd du temps par rapport à tout ça. Et puis la production de données aussi, d'informations, des logs, des reportings, des commentaires. Il y a des choses que l'on voit souvent dans les commentaires, hein, dans le code, si on rentre vraiment dans le code, où on met des codes qui n'apportent rien du tout, qui sont complètement inutiles, alors qu'on pourrait rentrer sur les commentaires qui nous expliquent un peu plus en détail sur à quoi sert la fonction, comment on fait le fonctionnement de la fonction, et éventuellement s'il y a des instructions ou du code qui a été développé un peu compliqué, remettre un peu le commentaire d'instruction, mais qui va nous expliquer l'explication.
Et donc on a un exemple à gauche. Et puis par contre aussi, on peut se poser la question, oui, mais faire des commentaires, c'est long, ça perd du temps et c'est compliqué. En fait, on se rend compte aussi maintenant dans tous les outils de développement, dans toutes les interfaces IDE, alors un des plus connus qui est Visual Studio Code, en fait, il y a des choses qui nous permettent d'automatiser la création des commentaires et ils sont pratiquement créés de manière simple, sans qu'on ait beaucoup d'intervention. Après, on rajoute la petite touche, mais beaucoup de choses peuvent être créées de manière assez simple. Les attentes. Là, on rentre plutôt dans un processus transactionnel, hein, lorsqu'on est dans cette partie développement informatique ou système de gestion de services informatiques. Il y a beaucoup d'attentes qui seront liées à la non-synchronisation en fait, des personnes. On se rend compte souvent que chaque développeur développe de son côté, mais ne sait pas ce qui est attendu par son collègue, et donc on va avoir de la non-synchronisation qui va apparaître, et quelque chose qui va nous permettre qui nous fait perdre énormément de temps. Et aussi toutes les décisions qui peuvent apparaître, on va voir que là typiquement, ce qu'on peut avoir là sur la vision de gauche, c'était un, un tableau, alors on discutera un petit peu plus tard, un tableau Kanban de suivi quoi ça s'appelle j'ai perdu le mot, mais du cahier des charges entre guillemets de ce qu'il fallait faire, et on voit que dans la colonne lecture client, il y en a beaucoup qui sont en attente que le client, et pendant cela, on ne peut rien faire. Donc on voit que sur la colonne, les deux colonnes du milieu, il y a beaucoup de choses qui sont en attente, qui sont bloquées, et qu'on va devoir attendre. De la même façon, si on prend aussi un pipeline en fait de développement, ou sur lequel je dois faire différentes tâches après les unes derrière les autres, si on n'automatise pas énormément les choses, ou si on doit passer les choses à mon collègue, à mon voisin, forcément, il va y avoir une attente au milieu. Hein, c'est ce qui est symbolisé par les flèches rouges, où on a un trigger qui est en attente. J'attends des informations, je dois notifier quelqu'un qui doit pouvoir faire quelque chose. Donc il y a aussi beaucoup d'attentes dans ces systèmes-là sur lesquels on doit pouvoir travailler et pouvoir les éliminer, hein, puisque bien évidemment, les gaspillages, notre objectif, ça va être les éliminer. Sur les transports, là, on est plutôt sur une chose un peu plus... encore une fois, on reste plus dans le physique, mais en fait, ce qui se passe souvent dans le cadre de développement informatique, c'est qu'on switch de contexte, on passe d'un développement, d'une tâche à une autre, parce qu'il y a beaucoup de changements de priorité, et puis ça, c'est très très mangeur de temps. Alors nous avons, dans nos cours de formation, nous avons un exemple sur lequel on travaille, on explique un peu pourquoi le multitasking en fait, c'est une énorme perte de temps lorsque l'on travaille. Donc c'est passer d'une tâche à une autre. Là typiquement le jeu sur lequel on vous fait participer dans nos formules de cours, je vais écrire donc le lean management sur la ligne du haut, et je vais compter de 14 à 1 dans la ligne du bas, sauf que si je fais de façon différente, si je passe d'abord de la ligne du haut à la ligne du bas, donc je fais L, 14, E, 13, A, 12, je vais mettre un certain temps. Donc là, pour moi, c'est assez facile parce que c'est écrit devant les yeux, mais quand je vais passer à là où c'est pas encore écrit, ça va être un petit peu plus compliqué. Ou si je dois écrire lean management et puis compter 14, 13, 12, 11, 10, comme ça, en fait, on va se rendre compte qu'on va le mettre souvent dans ce genre d'exercice 2 fois plus de temps dans la première version, donc quand je passe de la première ligne à la deuxième ligne, que dans la deuxième version lorsque je continue sur ma ligne et que je repasse à la ligne d'après. Et donc en fait, dès que l'on est sur du context switching, que je passe d'un environnement de travail à un autre environnement de travail, sur un autre projet, sur un autre chose parce qu'il y a des priorités qui changent, en fait, je mets 2 fois plus de temps que si je pouvais terminer ce que j'étais en train de faire. Les gestes inutiles. Là, il y a, en fait, on est plutôt dans l'écriture du code pur et dur. En fait, on va faire des raffinements de code, on va essayer de faire le code le plus beau possible, mettre en place une fonction récursive parce que c'est joli, ça fait expert, ça fait, euh, ça fait très, très, très propre. Mais en fait, on se rend compte que l'on passe du temps à faire ce genre de choses qui n'apportent pas de valeur. Alors par contre, c'est à la différence de ce qu'on appelle le refactoring. On va discuter juste un petit peu derrière. Et il y a aussi là une sorte de gimmick qui est utilisé beaucoup dans ce type d'entreprise, dans ce type d'environnement, c'est KISS. Keep it simple, smart. Alors certains le traduisent aussi par keep it simple, stupid. Donc il faut soit le garder simple et stupide, ou soit le simple et donne à la personne l'attribut de stupide. Et le but du jeu, c'est de ne pas faire compliqué, c'est de faire des choses qui sont simples, sur lesquelles on va pouvoir travailler et que tout le monde va pouvoir comprendre.
Alors, à la différence, encore une fois, de ce que je disais du refactoring du code, qui est là une fonction d'avoir un code justement propre qui permet de travailler de façon simple et d'éviter de perdre du temps à la longue. Donc, du code dupliqué. Donc, dès que je vois que j'utilise deux fois le même code, je vais créer une fonction qui va permettre de le traiter. Des paramètres qui sont un nombre important, donc ça veut dire que la fonction qu'on utilise fait tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir de manière à la découper de manière un peu plus simple, de manière à ce que le code soit beaucoup plus maintenable, beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à utiliser. Donc là, vous avez quelques exemples là, sur le refactoring de code qu'on peut utiliser. Et enfin, le dernier, c'est le gaspillage, c'est les défauts. Les défauts, en fait, c'est les bugs, hein, c'est tout. Quand je veux utiliser mon application, ça marche pas, ça plante, ça fait tout ce qui va pas. Et je vais dire un peu de manière péjorative, mais le monde informatique, c'est la seule industrie qui a créé des outils pour gérer ses erreurs. Ils ont des logiciels tels que celui-là, tel que j'affiche, qui est Jira, par exemple, qui permet de gérer des tickets. Et en fait, quand on se rend compte qu'on essaie d'analyser un peu le système, c'est le monde informatique s'autorise, entre guillemets, à avoir des erreurs, à se les gérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse traquer. Donc après, c'est tout la cohérence du développement, justement, en utilisant le refactoring, en utilisant des tests intégrés, faire du test driven development, et ainsi de suite, qui nous permet de traquer un certain nombre de bugs le plus tôt possible. Mais on a beaucoup de choses qui sont faites et on met tout un système, tout un moyen de pouvoir gérer ces erreurs et qui, par définition, hein, tout ce qui est erreur est de la non-valeur ajoutée. Voilà un peu pour les gaspillages. Alors, on va retrouver aussi des choses au niveau 5S. Donc là, je vais plutôt rentrer dans le monde du physique pur et dur et on pourra disserter un peu sur d'autres choses. Mais ce que l'on retrouve souvent, c'est quand vous allez dans votre bureau du service informatique, je pense que vous avez tous vu des choses comme ça, avec des bureaux qui sont mal rangés, qui sont avec du matériel un peu dans tous les sens. Donc là, pour la petite blague, donc c'était l'année dernière, j'étais chez mon client et puis on était en train de chercher. Il y avait encore une boîte de stockage de disquettes de 1 méga 44, donc ça fait je sais plus combien de temps qu'on ne les a pas utilisées. Et donc là, sur l'image que vous avez avril 99. Mais voilà, c'est des choses qu'on retrouve encore souvent. Donc c'est des gens qui ont très peu de discipline par rapport au rangement et par rapport au fonctionnement. Et puis après, on a toute la partie gestion de comment sont gérés les répertoires, les disques, ainsi de suite. On peut aussi regarder les salles de serveurs. Je pense que vous avez déjà vu aussi pas mal de fois des salles qui sont rangées comme la version gauche, alors que la version droite, c'est quelque chose qui est plus facilement compréhensible, plus facilement dépannable, plus facilement gérable. Alors après, si vous aimez pas le bleu, on peut rajouter de la couleur. On peut faire des choses un peu plus belles. Alors encore une fois, ça c'est plutôt pour la blague par rapport au fonctionnement, mais c'est pas trop la couleur qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir mon câble, il va de où à où et comment je l'identifie, comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce que je dois pouvoir travailler, savoir de où il vient, où il va, où il vient de manière pouvoir faire. Alors ça, c'est la partie 5S, on va dire, un petit peu plus visible. Ce que l'on parle souvent aussi lorsque l'on fait du 5S dans l'informatique, c'est de la façon ou le temps que je mets pour retrouver un fichier. Si je viens dans votre entreprise, je vous demande de trouver-moi le rapport machin, bidule qui a été fait, en combien de temps vous pouvez le trouver. Alors on a beaucoup de choses, beaucoup d'outils maintenant qui sont de plus en plus performants. Quand vous rentrez dans l'explorateur de Windows, vous avez la fonction de recherche qui vous permet de trouver euh, même le contenu d'un fichier. Ça peut être fait. De la même façon, si vous utilisez Outlook, dans la barre de recherche, vous pouvez mettre des informations dedans et puis Outlook va vous les trouver assez rapidement. Donc il y a donc déjà ça c'est quelque chose qui est important. Beaucoup de gens ont encore l'habitude de trier leurs mails qu'ils reçoivent par répertoire dans le Outlook en disant voilà c'est un mail que j'ai reçu de telle personne, c'est un mail que j'ai reçu de telle personne. Moi, ça fait déjà quelques temps sur lequel, en fait, maintenant, toute ma boîte de réception est entre guillemets en vrac et j'utilise la fonction de recherche pour trouver ce que j'ai à chercher. Donc ça, c'est aussi des modes de fonctionnement, des utilisations différentes que nous permet les nouveaux outils qui sont de plus en plus puissants. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le Lean Software Development, donc plus rentrer dans le développement en tant que tel, avec l'application des fondamentaux du Lean, hein, la recherche de la valeur, la cartographie des flux, mettre en place les flux, tirer les flux et l'amélioration continue, hein, qui sont les démarches principales que l'on utilise lorsqu'on essaye de mettre en œuvre un process en Lean Manufacturing. On peut retrouver exactement la même chose dans le développement Lean,
euh, identifier la valeur, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment notre processus doit travailler, avec quelles exigences clients, qu'est-ce qu'on doit assurer à la fin. Et donc, c'est bien identifier quels sont nos apports par rapport à ce que demandent nos clients, afin de pouvoir s'aligner par rapport à ça. On peut utiliser entre certaines choses pour pouvoir identifier les valeurs, aussi sur la valeur du produit qu'on doit développer, parce qu'il faut à la fois optimiser le processus, mais optimiser aussi le produit qu'on développe, puisque là, généralement, dans le développement informatique, on a un lien projet-produit qui est très très fort. On peut utiliser le diagramme de canaux qui nous permet en fait de savoir quelles sont les fonctions indispensables qui doivent être développées au plus tôt, quelles sont des fonctions qui seront utiles, nécessaires au client et qui vont devoir être développées forcément, mais pas forcément en priorité. Et puis certaines fonctions qui ne permettront pas de ce sera du plus, mais qui ne seront pas forcément attendus par le client, et donc on n'apportera pas de valeur ajoutée en tant que telle. Donc ça, c'est le terme de canaux. Hein, si vous ne connaissez pas forcément, on va poser des questions. Est-ce que si la fonction est présente, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un plus? Et puis on va poser la question aussi à l'inverse. Est-ce que si la fonction est absente, c'est très très grave, ou c'est juste normal que la fonction soit présente. Et ça nous permettra de gérer les priorités en fonction des besoins des clients. Cartographier la chaîne de valeur, là on va reprendre encore une fois toutes les étapes du processus qui vont nous permettre d'optimiser et de travailler la chaîne de valeur et de travailler sur quel est le processus qui va nous permettre de développer correctement nos produits et avoir jusqu'au processus de livraison. Et on a, alors plus que cela, parce qu'en fait, cette partie-là dont je suis en train de parler, c'est la partie qui est plutôt orange au milieu. Mais souvent, lorsque l'on rentre dans une entreprise de développement qui fait beaucoup de développement informatique, en fait, il n'y a pas qu'un seul projet à la fois. Il y a un certain nombre de projets à gérer, et puis on a aussi dans la cartographie des petits projets, des moyens projets à développer. Hein, c'est ce qu'on verra un petit peu là. Voilà, c'est dans cette partie-là où je vais avoir un certain nombre de projets qui vont être le gros. Donc c'est la ligne du haut, c'est un gros projet avec beaucoup de phases actuelles et des phases répétitives. Je vais avoir des moyens projets, je vais avoir des petits projets. Et dans ces processus-là, il va falloir pouvoir identifier qu'est-ce qui est répétitif en tant que tel, donc des tâches sur lesquelles je vais pouvoir appliquer entre guillemets à coups de marteau les processus, les principes du Lean, des tâches qui sont purement intellectuelles, mais lorsque l'on prend le temps de regarder en fait dans le détail les processus ou les activités qui sont faites lors du développement, on se rend compte que beaucoup de tâches sont très très peu intellectuelles. Ce que je disais tout à l'heure, mettre des commentaires, compiler, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir travailler, ou du paramétrage de certains outils. En fait, c'est des choses qui doivent être préparées en amont parce que c'est des choses qui doivent être traitées en amont. Créer le flux. Donc là, c'est là où on va rentrer en fait dans des choses qui sont un peu plus complexes, où en fait on va retrouver un certain nombre de ce qu'on va appeler les intégrations continues, des déploiements continus. Donc après en anglais c'est beaucoup plus des choses que vous allez trouver un peu plus facilement, un continuous integration et continuous deployment, où en fait on va se rapprocher de ce qu'on appelle le one piece flow. On va essayer de mettre en œuvre un flux de travail qui va me permettre en fait d'intégrer du code tous les jours. Alors qu'avant, ce que l'on faisait, c'est qu'on faisait développement pendant une semaine, pendant 2 semaines, et à la fin des 2 semaines, on compilait une première fois pour vérifier s'il y avait des erreurs et ainsi de suite. Et puis une fois qu'on avait réussi à compiler, on rentrait on intégrait le texte, notre module avec les autres modules pour voir si la fonction marchait. Là, le but du jeu, c'est de pouvoir le faire vraiment de manière au quotidien, voire plus souvent, dès qu'entre guillemets je fais une sauvegarde de mon fichier, de manière à pouvoir intégrer des incréments de plus en plus petits, mais qui me permettent aussi de valider aussi de plus en plus rapidement. Donc là, on retrouve vraiment notre logique de one piece flow du pièce à pièce, où en fait on va parler de granularité de plus en plus petite. Alors la granularité qui est utilisée en développement informatique, c'est plutôt ce qu'on appelle des user stories, hein, des histoires utilisateurs, donc qui permet de dire quand je veux faire ça, moi en tant que utilisateur du logiciel, je veux pouvoir faire ça, et puis on va les découper de plus en plus fines, de manière justement à pouvoir les intégrer à peu près les unes derrière les autres. Et donc on va encore une fois tenter de se ramener avec ce que l'on appelle
du one piece flow, hein, par des intégrations continues, des déploiements continus chez le client. Et tout ça va pouvoir se faire aussi par encore une fois, par des outils qui sont développés au fur et à mesure, par ce qu'on appelle des pipelines, ou en lesquels on va rentrer, en fait, on va automatiser un certain nombre de tâches les unes derrière les autres, tout ce qui est compilation, tout ce qui est test, tout ce qui est interaction avec GitHub, donc la sauvegarde des fichiers, la gestion des versions et tout ce que vous voulez. Et encore une fois, le but du jeu, c'est on va se rapprocher un peu des logiques de SMED. On va être beaucoup plus agile parce qu'on va diminuer les temps nécessaires pour pouvoir faire ces opérations-là. Et on va rentrer dans un certain nombre de choses, de tests qui vont nous permettre de pouvoir valider. Donc le but du jeu, encore une fois, hein, c'est de pouvoir euh, tester et valider rapidement, très très rapidement, tous les petits incréments de code que l'on fait, de manière à pouvoir les intégrer. Et puis on a aussi, donc une fois que je suis passé à travers ces pipelines-là, je vais aussi pouvoir avoir un certain nombre d'indicateurs sur la qualité intrinsèque de mon code en tant que nombre de bugs, de vulnérabilités, de toute couverture, des duplications, et ainsi de suite. Donc, ils vont me permettre aussi de connaître aussi en temps réel la qualité de mon code et de pouvoir la corriger au fur et à mesure et de repasser par tout mon système d'intégration, par tout mon pipeline. Et puis après, on va passer à tirer le flux. Donc, comment je vais piloter mon activité, comment je vais faire en sorte de pouvoir justement lancer mes petits incréments de tâches, et ainsi de suite. Donc, ce que l'on retrouve souvent, hein, c'est ce qu'on appelle un tableau Kanban. Avec des tâches à faire. Hein, donc, première colonne, les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches qui sont en vérification et les tâches qui sont faites. Mais souvent, ce que l'on voit ou ce qu'on a du mal à identifier, c'est ce qu'on appelle le principe en fait du Kanban, lorsqu'on est lié au lean manufacturing. Le but du jeu, c'est comme sur la première image que vous avez déjà montré, c'est pas d'empiler des cartes dans des colonnes et de faire en sorte qu'en fait il y a un bouchon, qu'il y a un goulot d'étranglement qui apparaisse, c'est de tendre le flux. Et donc tendre le flux, c'est-à-dire que je ne peux déplacer une carte dans la colonne d'après que si la place est libre. Et qu'on retrouve bien la limitation des encours qu'on utilise lorsque l'on fait du lean manufacturing, c'est je ne refabrique que si ça a été consommé. Et donc là, je ne peux faire une tâche dans la colonne que si la tâche précédente a été consommée. Alors par contre, c'est quelque chose qui va être un petit peu différent par rapport à ce qu'on va voir lorsqu'on parle de Scrum, où le Scrum, en fait, on va être plutôt, je vais pas dire que c'est un peu du flux poussé, mais presque, je vais définir le contenu de ce que je dois faire dans mon sprint, et ce contenu doit être terminé à la fin de mon sprint. Donc ça veut dire que j'anticipe quand même ce que je dois faire, je ne vais pas refaire des choses qui ont été consommées, mais par contre, je vais définir un peu, je vais définir le contenu de ce que j'ai à faire et je vais pouvoir aller jusqu'au bout des choses et s'assurer que je vais les terminer. Donc en fait, la différence entre les deux, entre le Kanban et le Scrum, hein, si vous regardez un petit peu, vous allez voir beaucoup sur l'informatique, vous allez voir qu'en fait, donc le but du Kanban, c'est de limiter l'encours. Donc on sait que ça va sortir, mais on ne sait pas quand. Mais par contre, du fait qu'on limite l'encours, ça va sortir vite. Par contre, le Scrum, en fait, on fait une sorte de contrat de ce qui doit sortir à la fin du sprint. Et le but du jeu, c'est de synchroniser pour pouvoir faire les sorties. Et puis, on suit ça par ce qu'on appelle le burn-on chart, donc qui nous permet en fait de vérifier est-ce que je réalise à la vitesse prévue ce que je devais faire. Et puis, ça nous permet de valider cet avancement-là. Autre chose aussi qui est important dans ces cas-là, c'est ok, j'ai des tâches à faire, mais c'est de pouvoir prioriser les interactions que je dois faire. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais je voyais beaucoup de slides avec le petit logo Happy Hop en haut à gauche. En fait, c'est des slides que j'ai récupérés des cours que nous faisons, hein, qui nous permettent en fait de pouvoir aussi lier pas mal de choses par rapport les sujets techniques que l'on rencontre sur le terrain, mais aussi les formations que l'on fait. Et donc là, donc cette matrice-là, donc qui est aussi une matrice qui nous permet de prioriser, qui va nous dire voilà, entre l'effort que je dois faire pour avoir cette fonctionnalité et la valeur que ça va apporter, je vais pouvoir facilement déterminer ce que j'ai à faire. Encore une fois, ce qui apporte beaucoup de valeur et qui demande beaucoup d'efforts, donc c'est la priorité 1 qui est en bas à droite, alors que des choses qui nous demandent beaucoup de choses et qui vont rapporter peu de choses, on va les faire plutôt en dernier, voire on ne va pas les faire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se rapproche très très fortement de la matrice qu'on utilise souvent lorsqu'on fait des plans d'action ou des choses comme ça, qu'on appelle la matrice impact difficulté,
donc qui est plutôt sur la résolution de problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a l'impact qu'on le voit et la difficulté à la faire, mais on se retrouve exactement dans le même type de catégorisation avec les formes. Et puis après, on va revenir sur un des derniers piliers, hein, qui va être l'amélioration continue, qui est un des principes même du Lean. Donc, dans les structures qu'on va utiliser, on va avoir donc les revues mensuelles qui vont nous permettre de travailler en fait sur les différents choses qui sont passées durant le mois, mais qui nous permettent d'améliorer sur les principes de fond. La réunion mensuelle est aussi une réunion d'information en tant que telle, sur le projet, comment on avance, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont apportées, des choses qui sont avancées. Par contre, il y a une autre réunion qu'on utilise souvent lorsqu'on fait du Scrum et qu'on utilise des sprints, c'est ce qu'on appelle la rétrospective, et qui vont nous permettre en fait d'identifier sur le process qu'on va utiliser un certain nombre de moyens qui vont nous permettre en fait de corriger, de pouvoir avancer sur ce qui s'est bien passé sur le sprint d'avant et qu'est-ce qu'on doit pouvoir garder. Donc c'est les équipes et les morts. Et puis qu'est-ce qui s'est mal passé sur le sprint d'avant, quelles ont été les faiblesses. Et puis là c'est quelque chose qu'on va trier par les laisse et les stop. Hein. Qu'est-ce qu'on va moins faire, qu'est-ce qu'on va arrêter de faire, parce que c'est des choses qui nous ont perturbé, qui ont pris du temps, qui nous ont pas permettre de pouvoir avancer sur le sujet. À la différence du sprint review qui est plutôt qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans le contenu du sprint, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. La rétrospective va être plutôt sur comment ça s'est passé, comment je l'ai fait et qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'on puisse le faire correctement ou qu'est-ce qui nous a fait du part. C'est pas sur le contenu en tant que tel de la rétrospective. Donc, et puis après, on va rentrer dans des notions d'OBEA, hein, sur lesquelles on va retrouver un certain nombre de choses. On a du mal à faire sortir nos collègues informaticiens de leur écran, mais le fait de les faire passer sur des salles OBEA, des salles devant des tableaux blancs et de pouvoir prendre, en fait, avoir une réunion physique entre les personnes. Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est que les daily meetings se font à travers un Teams, les gens se placent même plus de leur bureau. C'est d'utiliser l'OBEA qui permet, en fait, de voir un certain nombre de choses et d'intégrer aussi toutes les parties de fonctionnement, d'amélioration, de suivi de la performance. C'est aussi quelque chose de très, très important, même dans l'informatique. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est très, très, compliqué et difficile à mettre. Donc là, je vous ai présenté quelques images avec des post-it et ainsi de suite. Ça a été une bataille pour pouvoir faire en sorte que les gens sortent de leur bureau et puis me disent pas oui mais moi j'ai Trello, oui mais moi j'ai Jira, et ça je peux le faire dans l'outil informatique. Oui d'accord, tu l'as dans le flux informatique, mais en fait tu vois rien. Et donc là, le fait de remontrer les post-it, de voir la taille que ça prend en termes de post-it, la taille physique, entre guillemets, de la charge qui reste à faire, ou des choses qui restent à faire, c'est quelque chose qui a été très, comment dire, très percutant, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de l'ampleur, entre guillemets, des dégâts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser pour que on puisse voir physiquement, lors du pilotage, la taille de ce qu'il nous reste à faire. Alors qu'encore une fois, dans tous les outils informatiques, c'est bien, on a exactement la même information, sauf que en fait, c'est pas très très visuel entre des lignes dans un fichier Excel et puis quelque chose qui prend une surface énorme sur un mur. Je vous assure que l'effet est très très percutant. On peut après encore, donc je vais pas forcément après redétailler un petit peu ces points-là que je vous affiche là sur les 7 principes du Lean Software Development, mais on va retrouver des choses en fait que l'on a retrouvé un peu en travers ce que je vous ai présenté un petit peu au début, donc éliminer les gaspillages. Donc ça c'est quelque chose de classique, c'est quelque chose que vous avez tous eu. Décider le plus tard possible, c'est aussi quelque chose dont je vous ai parlé en disant voilà le but du jeu c'est pas faire de la procrastination, c'est pas vraiment de ne rien faire, de ne pas faire, et c'est le fait qu'on utilise en fait du développement itératif, de l'interaction avec le client, qui nous permet en fait de figer les choses le plus tard possible, et donc si je fiche trop tôt, la modification sera trop compliquée. Donc on va essayer de figer les choses le plus tard possible. Amplifier l'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui permet en fait de mettre tout le monde aussi vite que aussi euh, même niveau de développement, de connaissance déjà du projet. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est des choses sur lesquelles en fait les gens travaillent plutôt en silo plutôt que en équipe et en groupe.
Donc il y a une première partie d'apprentissage de c'est quoi le projet, d'où est-ce qu'on en est, que fait mon collègue, que fait mon voisin, mais aussi amplifier l'apprentissage de quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre et comment on peut avancer pour aller plus vite. Bien évidemment, il y a toutes les technologies qui évoluent très très vite, hein. On a des choses qui, comme je dis, des pipelines, des outils de développement qui nous permettent de faire des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples. Donc il y a aussi cette partie-là à aller voir, à aller regarder. Donc après, ça passe aussi par un service entre guillemets méthode au niveau informatique. Hein. C'est comment je peux utiliser au mieux les outils. C'est pas à chacun de découvrir comment il faut le faire, mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Livrer aussi vite que possible. Donc là, on rentre vraiment dans la partie itérative des notions agiles. Alors, j'ai pas utilisé le mot agile à dessein depuis le début euh, du, euh, de la présentation, parce qu'en fait, si on regarde dans le fond, la partie agile, c'est une déclinaison des principes du Lean. Donc, livrer aussi vite que possible. Le but du jeu, c'est d'avoir un retour de votre client, de l'utilisateur, le plus rapidement possible, de manière à pouvoir corriger aussi à faire en sorte d'avoir le bon produit le plus tôt possible. À l'inverse du cycle en V où en fait, on faisait un cahier des charges, on faisait des choses, on développait et après on testait, on validait, et puis à la fin, bah, c'est pas ce que le client voulait. Là, le principe est l'inverse. On va découper, on va faire en sorte de pouvoir livrer des choses le plus rapidement possible, donc avec le minimum viable product, donc qui est on va commencer par ça, qui permet de valider les grands principes, et puis après, on va développer. Autonomiser l'équipe, ben encore une fois, et ça on va retrouver ça plutôt dans la partie pilotage décision, c'est voilà, que l'équipe doit pouvoir prendre ses décisions elle-même, donc c'est la partie OBIA, hein, qui doit pouvoir réagir, corriger par rapport à tout ce qu'elle a à faire, de manière à pouvoir avancer correctement. Intégrer la qualité, donc ça je vous ai montré qu'il y avait pas mal de choses qui étaient liées à l'utilisation des outils qui vont pouvoir mettre d'avancer correctement et de pouvoir développer toute la qualité, que ce soit à la fois la qualité de fonctionnement du système de développement, mais aussi la qualité du produit, et bien évidemment la partie amélioration continue par optimiser l'ensemble. Alors tous ces grands principes-là que je viens de vous parler, vous pouvez les retrouver dans un livre qui s'appelle Lean Software Development, hein. C'est un livre qui est assez vieux maintenant, je ne me rappelle plus tout à fait la date, mais là vous avez une date qui date de 2003, donc près de 20 ans, mais qui est aussi de beaucoup d'actualité et qui permet de pouvoir avoir les bases de ce que je vous ai un petit peu expliqué lors de cette présentation. Donc là, on arrive à la fin. Euh, donc, j'ai pas pu voir s'il y avait des questions. Donc, je demandais à Franck de me dire s'il y avait des questions et sur lesquelles je peux éventuellement répondre. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un onglet questions et un onglet chat sur le coin supérieur droit de votre écran. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je les transmettrai à Manuel. Alors Emmanuel, on a une question. Alors, est-ce qu'on propose de l'accompagnement aux entreprises sur ce thème? Oui, oui, bien sûr, hein, j'ai utilisé quelques photos justement des accompagnements que j'ai pu faire personnellement, mais pas que moi, hein. On intervient à la fois dans des entreprises qui font du développement, qui font plusieurs projets de développement euh, en même temps. Je suis aussi intervenu alors
c'est lié un tout petit peu, mais même si c'est un petit peu éloigné, c'est tous les services en fait de support technique aux utilisateurs, que ce soit dans l'entreprise elle-même, donc le service IT de l'entreprise qui suit toute l'installation des PC avec l'accueil des nouveaux arrivants, comment dire, mon imprimante n'imprime plus, et ainsi de suite. Donc voilà, tous les petits tickets internes, et ainsi de suite, mais aussi, encore une fois, hein, ce que je dis, plus principalement sur du développement de projets produits. Alors souvent, c'est pas des entreprises qui font purement de l'informatique, même si on a bien accompagné certaines d'entre elles, mais aussi qui sont liées à des produits physiques. Et donc là aussi, donc je parle par exemple à des machines-outils, hein, tout ce qui est le développement de toute l'interface de programmation. J'ai un autre client qui travaille sur des instruments de mesure, donc des comparateurs, des piacolis, ainsi de suite. Mais en fait, tous ces appareils sont reliés à un système Bluetooth et qui nous permet d'avoir une base de données qui est utilisée par le client derrière, le client final derrière. Et donc, en fait, il y a toute une application informatique qui va autour de l'objet physique qui permet, bah, en fait, de développer. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi sur ces parties et qu'on accompagne un certain nombre d'entreprises sur ce développement informatique. Merci Manuel pour ta réponse. On a une deuxième question. Alors, dans les 7 principes du Lean Software Development, comment vous expliquez le fait qu'on doit décider le plus tard possible, mais livrer le plus tôt possible? Alors, c'est deux choses différentes. Le livrer le plus tôt possible, en fait, c'est soumettre au client le plus rapidement possible quelque chose qui soit fonctionnel, qui lui permet en fait de valider, oui, c'est bien ça que je voulais faire, c'est bien comme ça que je le voulais, et ainsi de suite. Par contre, ces choses-là qui sont décidées le plus tôt possible, enfin, qui sont montrées le plus tôt possible, ça nous permet en fait de travailler sur l'architecture globale du projet et de pouvoir en fait modifier cette architecture globale du projet en fonction des retours de oui c'est bon ou non c'est pas bon et de la valider, de la figer au plus tard possible. Souvent ce que l'on fait c'est qu'on développe l'architecture en amont et en fait qui nous met un frein plus tard au développement. Alors, effectivement, ça semble un peu contradictoire, mais l'objectif est là, c'est de pouvoir être évolué et d'avoir la solution la plus efficace et la plus efficiente possible auprès du client, plutôt que d'avoir un cadre qui, dès le départ, nous met des contraintes dans tous les sens et qui fait qu'on on va pas pouvoir réagir ou réagir aux commentaires du client lorsqu'il nous fait lorsqu'on fait des revues avec lui. Hein, le but du jeu, c'est de lui présenter tous les 15 jours, tous les mois, une version qui marche, alors qui n'est pas forcément la version finale, hein, puisqu'on fait de l'incrémental, on fait de l'itératif, mais qui lui permet en tout cas de valider les fonctionnalités et qui nous permet en fait de nous orienter. Si je décide trop tôt de comment toute l'architecture de l'outil doit être faite, bah, je vais mettre des freins qui vont m'interdire ou qui vont me rendre la réaction plus compliquée, plus difficile. Donc le livrer le plus tôt possible, c'est pas livrer le produit final. C'est en fait faire des livraisons fréquentes et rapides d'un produit qui se construit au fur et à mesure. Je te remercie Emmanuel. Donc, on a encore une autre question qui va être comment acculturer les développeurs à la recherche au gaspillage? Alors c'est pas en leur disant tiens ce que tu es en train de faire c'est du gaspillage, c'est en leur montrant justement que lorsqu'ils font un certain nombre d'activités, ben, ils perdent du temps. Leur montrer donc déjà leur expliquer les principes de base bien évidemment, mais effectivement c'est leur montrer que dans toute activité qui sont faites, donc des fois c'est par décortiquer le processus qu'ils sont en train de faire en tant que tel. Des fois c'est juste physique, comme je vous l'ai dit, il y a des déplacements qui sont faits et ça on va essayer de le faire peindre. Donc effectivement, ça passe souvent par de la démonstration. Leur affirmer que c'est ce que vous faites, c'est du gaspillage, c'est comme si vous me le dites à moi, moi c'est pareil, je vais le rejeter. Par contre, si vous me le montrez, si vous me le prouvez, et si vous allez sur le terrain en leur expliquant un certain nombre de principes, et puis en leur montrant que ces principes, effectivement, sont applicables chez eux, et ben, c'est quelque chose qui se passe assez facilement. Merci pour la réponse. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. On vous laisse encore quelques minutes pour les poser.
Franck, des questions encore? Bon, on n'a plus de questions. C'est tout bon. Ouais, je pense que c'est le temps de conclure On alors. repart. Bah, je vous remercie tous d'avoir participé à ce séminaire, de m'avoir écouté. J'espère avoir été clair dans mes explications. Et vous n'hésitez pas, hein, le, le support de la présentation sera mis à disposition, hein, alors je ne sais pas exactement comment, mais c'est Franck qui va s'en occuper juste après ou dans quelques heures. Et vous pourrez récupérer toutes les informations qui sont contenues dans cette présentation. Merci encore à tous.